La réflexion, elle est dépassée. Ça, c'est pour la première question. Par rapport à la frénésie mondiale, à l'exploitation des ressources naturelles, déjà saturées dans le monde, où est l'éthique écologique, sachant que les grandes puissances du monde sont les seuls pays qui exploitent la nature à outrance. Les États-Unis, comme exemple, par exemple. Vous avez cité l'éthique, Monsieur Mahrez, l'éthique environnementale par rapport aux droits de l'homme. Que dites-vous des États-Unis qui a utilisé le nucléaire pour éliminer une fois les populations japonaises? La deuxième question, elle est posée à M. Arabe. Dans votre enchaînement des faits, vous avez sauté de 77 à 72, puis à 87. C'est-à-dire, je remarque ici un enchaînement des faits en désordre. Normalement, il faut que vous suiviez l'ordre chronologique. Et puis, vous nous avez noyé dans les notions larges, des notions larges, comme économie verte, économie bleue, économie circulaire et charismatiste, économie politique, bonheur national brut. En fin de compte, je pense qu'il fallait aller directement vers l'essentiel de l'écologie. J'ai une question pour M. Jouder. Vous avez parlé d'une chose vraiment intéressante, les pluies acides qui ont touché le monde entier. Mais cette année, les pluies acides ont ravagé nos vergers, les cultures algériennes. Et ça, c'est un problème qui a été tué, il n'a pas été médiatisé. D'ailleurs, cette année, ni Bercis, ni tomates, ni pommes de terre, ni rien du tout. Qui a révélé ce secret, Jouder? C'est bien les laboratoires privés. Tu as bien dit, cette information, je l'ai tenue, je l'ai eue il y a 6 mois de ça par des laborantins privés qui ont dit que les pluies acides ont détruit le verger kabyle, le verger des montagnes. Ni tomates. أسقوسا غنشمو ورينجي حتى بخسيس طوماطيشي فلفل ثي بصلت ثي شيرت والو rien. الرمان. Je vous remercie pour avoir parlé de ça, mais ce problème, il a été tué, et n'est pas médiatisé. La question est toute là. Je félicite notre dernier Abd Tiloula sur son exposé sur le journalisme. Oui, monsieur Abd, le journalisme est un engagement politique et une démarche d'information très intéressante pour la société, parce qu'en l'absence d'information, il y a un problème. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci, Dr Boudaouz, pour les questions qui touchent toutes les 4 communications. Donc, je passe la parole pour, premièrement, la question qui a été posée pour Dr Mahrez Bouich. Donc, à vous la parole s'il y a eu de réponses convaincantes pour M. Dabouz. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien sûr, je tiens à remercier mon ami Dabouz, Dr Dabouz, pour sa question, mais juste, est-ce que l'éthique environnementale ou éthique et écologique est une question dépassée? Je pense non. Elle n'est pas dépassée parce qu'elle est au cœur des débats philosophiques actuels. Je peux vous citer encore réflexion, Monsieur Mahrez,
C'est pas là la problématique, la réflexion autour de la problématique. Que ce soit la réflexion, que ce soit la thématique en elle-même, au contraire. D'abord, la question du débat sur l'écologie, je l'ai soulevé tout à l'heure, qu'il a commencé à avoir lieu, du moins pas dans la scène politique, mais du moins dans les cercles philosophiques à partir des années 70. Et c'est un débat qui a suscité effectivement plusieurs controverses. Et je l'ai cité, j'ai cité certaines controverses tout à l'heure. Ça a commencé effectivement par les études qui ont été faites. Et tu suis sociologue, tu es bien placé à les connaître, l'école de Francfort, qui a posé justement en premier lieu la question de l'écologie, mais beaucoup plus avec une approche, disons, marxiste, hegelienne et puis freudienne. La thématique a été noyée, ne serait-ce que je parle sous le contrôle de mon ami Juder, qui est spécialiste en école de Francfort, a été noyée du moins par l'approche marxiste, mais la troisième génération de l'école de Francfort a réhabilité la question de l'écologie par, du moins, la poser sur plusieurs dimensions. L'une des dimensions les plus importantes, n'est pas importante pour moi, mais du moins dans le discours général de l'école de Francfort, c'est la question de l'éthique environnementale. Mais ce qui m'intéresse personnellement par rapport à cette question, et j'ai dit tout à l'heure, c'est le débat général qui a été tout le temps posé par les participants à la COP 20, différentes COP sur le climat. J'ai participé à la COP 21 de Marrakech au Maroc en 2014, et c'était pratiquement aussi l'une des thématiques. Peut-on aujourd'hui, en débattant, en cogitant la question de l'éthique environnementale et l'éco-citoyenneté, est-ce que ça peut permettre justement d'introduire la question de l'écologie sous un angle, à savoir le droit de l'homme à un environnement sain, dans le cadre des Nations Unies? C'est le combat que mènent aujourd'hui à la fois les philosophes de l'écologie, les écologistes et les organisations écologiques d'une manière générale. Vous devrez savoir, je suis sûr et certain que vous êtes au courant, qu'au jour d'aujourd'hui, une convention internationale ou une charte internationale relative aux droits de l'homme sur l'environnement ou dans le cadre ou relatif à la protection de l'environnement n'a pas encore été adoptée. À nos jours, il y a l'accord du 21, l'agenda 21, qui est pratiquement la suite logique des résolutions de la conférence de Stockholm, et par la suite la conférence de La Haye, et par la suite bien sûr les différentes résolutions et recommandations du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. À nos jours, ça patine, il n'y a pas un accord sur la Convention internationale. Le chargé de la question écologique au niveau le Conseil des droits de l'homme n'a pas encore réalisé ce travail pour des considérations de lobby. Je pense que vous devrez le savoir. Il y a toujours des lobbies, que ce soit au niveau de l'organisation des COP ou sur la question du traitement de l'écologie. Ma question est très simple, la problématique est très simple, à savoir, peut-on à partir des réflexions philosophiques sur l'éthique environnementale et sur l'éco-citoyenneté peut, disons, participer à la mise en place de cette charte qui tarde à venir, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a plusieurs de textes qui ont été proposés par la Commission des droits de l'homme, par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, mais à nos jours, il y a toujours le veto. Effectivement, tu as entièrement raison, il y a le veto, bien sûr, de la Chine, parce que c'est le premier polluant du monde. Il y a aussi le veto des États-Unis d'Amérique, sous prétexte de ne pas pouvoir concilier entre ce qu'on appelle, nous, du moins, approche marxiste aux droits de l'hommiste, la surexploitation des ressources naturelles, la société de consommation, la défiguration de l'écosystème, et aussi la question de satisfaire les besoins de l'humanité en matière justement de tous ces besoins. Cette équation qui n'a pas été encore résolue a été toujours un prétexte utilisé par les États-Unis d'Amérique. On ne peut pas demander, par exemple, aux sociétés dites de consommation à outrance ou d'industrialisation à outrance d'arrêter le processus d'industrialisation, et de l'autre côté, on demande justement à ces sociétés ou à ces États de satisfaire les besoins de leur population. L'équation, elle est philosophique, certes, mais elle est complexe. Mais pour terminer, le plus important, quelles sont les assises philosophiques qui peuvent permettre justement aux Nations Unies
d'adopter cette charte internationale des droits de l'homme relatif aux droits de l'homme. Ça tarde à venir, mais j'en suis sûr et certain, c'est une question qui va venir. On aura sûrement cette charte, je ne sais pas, peut-être dans 10 ans, 20 ans, peu importe, mais le plus important, c'est la préoccupation majeure, ne serait-ce que des activistes, parce qu'il y a, comme j'ai dit, il y a une résistance majeure au niveau des États. Les États, aujourd'hui, en particulier les États-Unis d'Amérique et la Chine, et ils ont toujours mis leur veto pour une non-adoption de la charte internationale ou universelle des droits de l'homme relatifs, bien sûr, à la protection de l'environnement. Ça tarde à venir, mais c'est une question de temps. Il suffit justement de voir l'évolution des droits de l'homme elle-même. Une évolution qui a tardé, mais il a fallu attendre 1948 pour que cette charte devienne une réalité. Les chartes non contraignantes, ce n'est pas ce qui manque, que ce soit au niveau des droits nationaux ou au niveau des droits internationaux. Malheureusement, pour le moment, ce sont des chartes non contraignantes, c'est-à-dire qu'aucun État n'est dans l'obligation de respecter les différentes chartes, démarrant de Stockholm jusqu'à pratiquement la dernière convention qui a été, enfin la dernière charte qui a été proposée par la Commission des droits de l'homme. Ça va venir. Merci, Dr Mahrez. J'espère bien que M. Dabouz est convaincu par la réponse à sa question. Donc, Inch'Allah, lors de la signature de cette convention, il y aura une justice climatique et une justice écologique, environnementale. Pour nous, les pays sous-développés où on voit de développement, parce que nous, dans les pays sous-développés où on voit de développement, je crois qu'ils ne bénéficient rien du tout lorsque cette convention ne soit pas signée. Donc, sans tarder, je passe la parole pour le docteur Khaled Arab pour qu'il réponde à la question de M. Dabouz. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Dabouz, pour les questions. Je pense, par rapport au chevauchement de TAD, je pense c'est par rapport à la qualité, à la quantité des informations. J'ai commencé des années 50 jusqu'à l'année 90. Là, on a commencé à parler du développement durable. On n'a pas commencé à parler du développement durable dès le départ. Donc, dans les années 50, lorsque les pays nouvellement indépendants étaient confrontés devant la problématique du développement. Donc, le concept de développement s'est posé déjà dans les années 50. Pour évoluer à partir des années 60 vers ce qu'on appelle les questions de développement, mais par rapport au bien-être social. À partir des années 70-80, on parle le concept va évoluer pour devenir, pour s'intéresser plutôt à l'éducation et à la famille. Dans les années 80, ce concept va évoluer pour s'intituler un développement global. Pour arriver à la date 90, c'est-à-dire pour évoquer une autre appellation, une autre définition. Là, on parle de développement durable. Par rapport aux différents concepts, économie verte, économie circulaire, économie bleue, ce sont des expressions qui ont un point en commun. C'est bien sûr la durabilité. Il fut un temps, notamment pour les énergies fossiles, on parle de la raréfaction de la ressource. À un moment donné, il va s'épuiser. Donc, les penseurs, les chercheurs se sont intéressés à trouver une énergie alternative, badil. Et là, on propose, justement, c'est pour ça qu'on parle d'énergie renouvelable. Vous avez des exemples comme le solaire, comme l'éolienne, comme beaucoup d'exemples. Donc, cette définition, c'est une alternative pour mettre en valeur le terme durabilité qui s'oppose à limiter, sinon épuisement. Voilà, c'est ce que je peux dire en gros par rapport à votre question. Merci.
Donc, merci, docteur Ara, pour le commentaire sur la question de M. Da'Bouz. Donc, je passe la parole directement à M. Djoudar pour qu'il réponde à la question qui lui a été posée. Très bien. Donc, moi-même, donc, je pense, M. Da'Bouz, donc, c'est une réflexion, plus qu'une question, bien sûr. Donc, c'est vrai, donc, parmi donc, les facteurs évoqués dans la problématique de l'environnement, donc, on a parlé de l'étalement urbain, le réchauffement climatique, l'appauvrissement, la couche d'ozone que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, et il y a un facteur très important, ce qu'on appelle exactement les pluies acides. Donc moi, personnellement, j'étais étonné dans ma petite recherche quand je suis tombé sur ce phénomène-là. Donc finalement, à partir d'aujourd'hui, ça nécessite quand même de mettre un point et une véritable réflexion sur ce nouveau phénomène qui semble qu'il est, qu'il n'est pas vraiment très connu pour l'instant. Sur le plan médiatique, c'est-à-dire ce qu'on appelle des journalistes, ils essayent d'influer sur le cours des événements, d'influer ce qu'on appelle l'agenda politique. C'est grâce à la médiatisation, bien sûr. Bien sûr, c'est au péril de leur vie. Combien de journalistes ont perdu leur vie parce qu'ils ont osé révéler des scandales, bien sûr, mais aussi par rapport à beaucoup sur le nucléaire, sur beaucoup de scandales. Bien sûr, parce que, comme l'a souligné tout à l'heure le docteur Mahrez, il y a des lobbies qui travaillent, bien sûr, en sourdine, qui travaillent, bien sûr, contre leurs intérêts. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les journalistes environnementaux, ce qu'on appelle le journalisme environnemental, il essaye un petit peu de se dépolitiser, c'est-à-dire d'avoir une approche beaucoup plus pragmatique, de ne pas se laisser instrumentaliser ni par ce qu'on appelle le Greenpeace, par exemple les associations de défense et tout ça, mais d'avoir ce qu'on appelle cette légitimité, bien sûr, dans le champ journalistique qui est maintenant accaparé, bien sûr, comme vous le soulignez, bien sûr, par d'autres champs comme le champ politique, journalistique, bien sûr, des rubriques politiques et économiques et autres. Bien sûr, aujourd'hui, justement, pour comment dirais-je, disons, sensibiliser l'opinion publique à toutes ces problématiques qui sont cruciales, bien sûr, il faut que ce qu'on appelle attirer l'attention, ce qu'on appelle l'attention médiatique sur ces problématiques, bien sûr, récentes. Merci. Donc, merci M. Tiliwa pour cet éclaircissement. Donc, maintenant, j'appelle le président du colloque, M. Dr Ngrouch, pour qu'il continue le reste des travaux de ce colloque. Donc, M. Ngrouch. Donc, on vous demande pour clôturer ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a des activités ou des travaux à continuer. Donc,